Le géant russe Gazprom cesse les livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie alors que les deux pays refusent de payer leurs importations en roubles. Au 63e jour de l'invasion russe, notre journaliste Sacha Vakolina fait le point sur la situation sur le terrain en Ukraine. En France, la gauche poursuit ses discussions pour se rassembler en vue des législatives de juin. Une rencontre inédite insoumise socialiste a eu lieu. Elle est jugée positive. Moscou durcit le ton face au soutien de l'Ukraine. Le groupe russe Gazprom a annoncé la suspension dès ce mercredi de ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, selon les compagnies gazières de ces deux pays. La Pologne est dépendante à 47% de la Russie pour son alimentation en gaz et la Bulgarie à 90%. Les deux pays ont toutefois indiqué s'être préparés à obtenir le gaz manquant par d'autres sources. Varsovie estime par ailleurs que cet arrêt constitue une violation de son contrat l'alliant à Gazprom et souhaite ainsi demander à Moscou des indemnités. L'annonce de Gazprom survient alors que les deux pays ont refusé de payer les livraisons de gaz en roubles, comme l'a exigé Moscou pour les pays jugés inamicaux, dont font partie les membres de l'Union européenne. La facturation en roubles doit permettre à la Russie de soutenir sa monnaie nationale, mise à mal par les sanctions. Varsovie avait également annoncé mardi le gel des avoirs de 50 oligarques et compagnies russes, dont Gazprom. L'annonce du géant russe de l'énergie renforce l'inquiétude de l'Allemagne, qui dépend encore à 40% de la Russie pour ses importations de gaz. Selon le ministère ukrainien de la Défense, l'armée russe a lancé plus de 1300 missiles en Ukraine depuis le début de l'invasion, il y a plus de 2 mois. Et d'après l'Institut américain pour l'étude de la guerre, qui cite le média spécialisé en investigation open source Bellingcat, à ce jour, la Russie aurait déjà utilisé 70% de son stock de missiles de précision. Le ministère britannique de la Défense a indiqué que l'Ukraine conserve le contrôle de la majeure partie de son espace aérien et que la Russie n'a pas réussi à neutraliser l'armée de l'air ni à éliminer la défense antiaérienne ukrainienne. Les opérations aériennes russes se concentrent principalement sur le sud et l'est de l'Ukraine, où elles appuient les forces russes au sol. Une de ces cibles est Mariupol. La Russie a poursuivi ici ses assauts terrestres et aériens contre les forces ukrainiennes restantes, mais n'a pas réussi à prendre possession de l'usine métallurgique d'Azovstal. Et des images montrant des chars russes en train de tirer sur des bâtiments à l'extérieur d'Azovstal révèlent que les Ukrainiens défendent probablement encore des positions au-delà des murs de l'usine. Dans l'Est, les forces russes se déplacent plus méthodiquement et moins rapidement qu'au premier stade de la guerre. Moscou a commencé à faire des choix militaires plus réfléchis. La stratégie a changé. Les troupes empruntent désormais plusieurs routes à peu près parallèles et à distance rapprochées les unes des autres, ce qui leur permet de déployer une plus grande puissance de combat. Et maintenant, jetons un œil au sud-ouest de l'Ukraine, à la frontière de la région d'Odessa. Selon l'Institut américain, les opérations russes sous faux drapeau continuent en Moldavie voisine. D'après le groupe de réflexion, les dernières explosions pourraient avoir pour objectif d'impliquer les troupes pro-russes de la région de Transnistrie dans le conflit. Cette région est contrôlée par des séparatistes pro-russes et accueille entre 1500 et 2000 soldats russes ainsi qu'un important dépôt d'armes. Selon l'Institut, ces troupes russes ne sont probablement pas suffisantes pour organiser une offensive décisive sur Odessa et Moscou n'est pas en mesure de les renforcer pour y parvenir. Installée en plein cœur de Kiev, cette statue célèbre l'amitié entre l'Ukraine et la Russie. Après plus de 2 mois de guerre, le maire de la capitale ukrainienne a donc décidé de démanteler cette structure de bronze de plus de 8 mètres. Les différentes parties de la statue ont été sciées et démontées mardi. Le symbole, selon Vitaly Klitschko, que l'occupant russe sera bientôt chassé d'Ukraine. En France, la gauche réussira-t-elle à se rassembler en vue de la bataille des législatives? En tout cas, un pas vient d'être franchi des discussions entre la France insoumise et le Parti socialiste. Une rencontre jugée positive par les protagonistes pour qui il n'y a pas de point insurmontable. Les socialistes n'ont pas le choix. Avec 1,7% des voix à la présidentielle, le parti est menacé de disparition.
justice. Chacun est respecté pleinement dans son identité. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je vous dis que c'était une rencontre très positive, qui est une rencontre où nous avons pu discuter de manière sérieuse, où nous avons pu discuter de manière directe, où nous n'avons rien mis sous le tapis, mais où nous avons constaté ensemble, pendant ces près de 3 heures de réunion, que les points de convergence pour cheminer ensemble étaient là pour nous permettre d'avancer. Merci à toutes et à tous. Fort de ses 22% au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis, tient les clés du rassemblement de la gauche. Son parti discute déjà avec les Verts, le Parti communiste et le NPA. L'objectif est simple, former un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale pour imposer une cohabitation au président réélu, Emmanuel Macron. Nous, en toute hypothèse, de toute façon, le 7 mai, nous aurons une convention législative dans laquelle nous allons présenter nos candidats investis. Donc pour ça, il faut que les choses aillent vite, quoi. C'est-à-dire que pour moi, là on est mercredi, il faut qu'à la fin de la semaine, on y voit très clair, quoi. Une union de la gauche qui ne sera pas facile à réaliser. Des tensions ralentissent déjà les discussions avec Europe Écologie Les Verts. En cause, la nature du partenariat. Les Insoumis réclament une union populaire quand les Verts parlent de coalition. Difficile de faire en quelques semaines ce que la gauche n'a pas réussi en 5 ans. Le gouvernement militaire malien accuse l'armée française d'espionnage et de subversion. La junte indique que Paris a opéré plusieurs violations de l'espace aérien national en survolant notamment la base de Gossi au lendemain de son transfert aux forces maliennes. Mardi, le procureur de la République du tribunal militaire de Bamako a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête au sujet de la découverte d'un charnier près de cette base au centre du pays, rendu par la France une semaine auparavant. 2 jours après sa restitution, l'armée française avait publié une vidéo montrant ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de cette base. Capturés par un drone, ces images montrent des soldats recouvrir de sable des cadavres avant de les filmer. Fin février, l'armée française a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Mali, au vu des tensions grandissantes avec les différents groupes militaires au pouvoir suite à 2 coups d'État depuis 2020. Bien que démenti par Bamako, Paris et d'autres armées occidentales reprochent aux soldats maliens de conduire des opérations militaires avec des groupes privés armés russes. L'ONG Human Rights Watch les accuse même d'avoir commis des exactions dans le village de Moura, au centre du pays. Une nouvelle condamnation pour Aung San Suu Kyi. L'ex-dirigeante birmane doit faire 5 ans de prison supplémentaire selon la sentence du procès pour corruption tombée ce mercredi. Elle a déjà été condamnée à 6 ans de prison dans d'autres procédures. Les ONG dénoncent un procès politique. 1 an après son coup d'État, la junte militaire cherche à consolider son pouvoir, disent les observateurs. L'armée veut définitivement exclure Aung San Suu Kyi de la scène politique. La prix Nobel de la paix avait largement remporté les élections en 2015 puis en 2020. À 76 ans, elle connaît bien l'acharnement et l'arbitraire du pouvoir militaire birman. Elle a déjà été enfermée pendant 15 ans. En Italie, le célèbre marbre de Carrare est entre les mains d'artistes aux méthodes innovantes. 500 ans après Michel-Ange, des robots réalisent désormais des sculptures de haute précision. Ce bras géant articulé est équipé d'un doigt pointu et diamanté. Des jets d'eau refroidissent en permanence la pierre minutieusement taillée. Un logiciel contrôle les moindres mouvements de ce robot sculpteur créé par la société Robotor, fondée par Giacomo Massari et Filippo Tincolini. Principal avantage, la rapidité d'exécution par rapport au travail manuel. Mais l'irruption de cette technologie n'est pas du goût de tous. Certains artisans et artistes voient d'un mauvais œil cette innovation. Pour le président de la coopérative de sculpteurs de Carrare, une œuvre n'a de valeur que si elle est réalisée à la main. Une sculpture réalisée par un robot est une sculpture morte. Celle réalisée par un artisan, de mon point de vue, est une sculpture vivante, une vraie sculpture. Pour moi, une sculpture ne peut pas être réalisée par un robot, car elle doit être faite à la main. Il doit y avoir une symbiose entre l'artiste et l'artisan. Les artisans qui n'ont pas encore adopté cette technologie sont méfiants, avec la crainte que leurs emplois soient volés. Mais passé cette première impression, ils comprennent le potentiel, commencent à l'utiliser, leur vie change. Des robots au service de l'art, difficile de savoir ce qu'en aurait pensé Michel-Ange.